Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, vous allez voir, c'est officiellement le 26e épisode de la saison 3, là, donc notre classique fin non, de la saison 6, pardon, qui concorde également avec la fin de la troisième année déjà du podcast. On avait fait un peu, on avait moussé là, le concept d'un épisode spécial avec un stock picking. Souvent, en fait, le stock picking, oui, c'est un épisode spécial de fin de saison, début de saison. C'est également l'épisode le plus simple à faire lorsqu'on est plusieurs. Par contre, et Gab, tu me l'as mentionné dès de ce week-end, qui était d'ailleurs un long congé au Québec là, avec la Fête nationale du Québec qui amène le congé férié de lundi, d'où le fait qu'on enregistre d'ailleurs en ce mardi 27 juin. Mais Gab voulait qu'on parle, et je suis tout à fait d'accord, là, de deux sujets qui sont extrêmement d'actualité. On essaie souvent de vous faire des sujets de diverses périodes lorsque c'est plus tranquille. Je pense qu'il y a deux places au débat assez définitifs qu'on voulait vous faire. On pourra reprendre encore une fois le fameux stock picking, l'épisode spécial, peut-être pour lancer la saison 7, lancer le début de cette quatrième année du podcast là, qui va être lundi ou mardi prochain. Mais notez qu'on ne l'oublie pas. Je tiens d'ailleurs, avant d'entamer l'épisode et avant, Gab, que tu fasses le disclaimer qui va être plus axé sur nos opinions aujourd'hui, puisqu'on sort un peu de la trame du monde de la finance de marché. Fin de saison 6, fin de troisième année, là, je veux te remercier, Gab, à nouveau en mon nom pour être embarqué dans ce projet fou qui était en plein Ça fait milieu de plaisir. juin de pandémie 2020. Et également un petit clin d'œil à l'ensemble des auditeurs, à la fois les auditeurs qui nous écoutent depuis plus récemment, mais également ceux qui nous écoutent depuis le tout début. On le mentionnait, là, à la base, c'était presque un passe-temps de pandémie. Là. Plusieurs vont avoir commencé le tricot ou d'autres trucs pour passer le temps lorsqu'on se demandait où est-ce que la vie s'en allait. Le podcast est né de cela et maintenant, c'est littéralement plus qu'un passe-temps. Là. C'est littéralement un vrai plaisir de le faire à chaque semaine de manière constante. Donc, c'est toujours beau de voir ça. Là. On dirait qu'on ne réalise pas, on ne fait pas vraiment de milestone ou de points où on regarde un peu en arrière en disant qu'on a réellement fait ça, un épisode par semaine depuis déjà 3 ans, ce qui est assez fou. Mais on est rendu aux 150 quelques épisodes consécutifs et j'avoue que c'est en grande partie à cause de vous, chers auditeurs. Comme on l'a dit, tout le monde inclus, là, la communauté continue de grandir et c'est ce qui est beau. C'est ce qui nous motive à le faire, même si la pandémie est, espérons-le, chose du passé, que c'est maintenant, comme on l'a dit, une activité récurrente que Gab et moi faisons. Je sais pas, Gab, si oui, le disclaimer, mais quand même un petit mot à faire là, pour conclure, lancer cet épisode qui conclut la troisième année et conclut également la sixième saison. Là. Ben, les auditeurs le voient pas, mais là j'ai la larme à l'œil là. Mais non, plus généralement, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute là. Mais je sais pas comment vous remercier parce que c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, JP, c'est un vrai passe-temps, c'est un vrai plaisir en tout cas de faire ce hobby en fait qu'on fait toutes les semaines. Moi, c'est un grand plaisir aussi de pour moi de pouvoir me renseigner etc. sur ce qui se passe dans le monde et puis être aussi au contact, on va dire, de plein de personnes. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper encourageant. Si vous pouviez nous, en tout cas aussi, partager cet épisode le plus possible, ce serait super apprécié aussi pour faire connaître notre podcast à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, merci en tout cas à ceux qui le font. Puis encore une fois, merci à toi, JP, aussi pour l'aventure. Ça fait très plaisir. Puis, merci aussi encore une fois aux auditeurs pour leur fidélité parce qu'on voit que vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, comme tu l'as dit pour le disclaimer de cette semaine, bah, une fois n'est pas coutume, j'en ferai un, mais très rapide. Évidemment, ça c'est comme ça va être plus un podcast d'actualité. Je trouvais que c'était plus pertinent en vue de deux dernières actualités dont on va parler aujourd'hui, que de refaire quelque chose lié à un stock picking. Plutôt faire un truc qui est lié à l'actualité, d'autant plus que c'est très intéressant. Donc, je vous laisserai dire ce que vous en pensez. Puis, dans tous les cas, n'hésitez pas dans les commentaires à en débattre aussi ou à nous écrire directement. Ça nous fera plaisir de savoir c'est quoi votre opinion sur ces sujets-là. Je pense que JP, on est prêt à lancer le premier jingle. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement, et puis tu sais, il faut le soulever. Là, je pense que ce sont deux sujets quand même assez chauds, mais aussi là, des opinions qu'on va partager. Bon, il y a des vies humaines en jeu à gauche et à droite liées aux deux sujets, là, donc à prendre avec des pincettes. Mais effectivement, là, deux sujets fort intéressants pour clôturer la saison, clôturer la troisième année. Donc, lançons en force avec le premier des deux. Place au débat. Parfait. Donc, premier sujet d'actualité a fait les manchettes énormément à partir de vendredi en fin de journée, heure du Québec du moins, également tout au long du samedi et du dimanche. Là, on ne peut pas passer à côté de la rébellion
du groupe Wagner de Evgeny Prigojine et ses hommes, qui, bon, dès le vendredi, bon, si je fais une petite trame, puis après ça, on embarque dans le vif du sujet, là, l'élément déclencheur, supposément, était bon, l'attaque de camps en retraite là, en Ukraine, du groupe Wagner avec le décès là, de quelques centaines d'hommes, si je ne me trompe pas, peut-être quelques milliers, dépendamment. Là, les stats ne sont pas officiellement sortis, mais c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase pour Prigojine, qui était déjà en énorme froid avec la défense russe, avec l'armée russe. Et plus précisément le Sergueï Shoigu, si je me souviens bien de son nom. Là. Et ces tensions-là, ces frictions-là étaient connues depuis plusieurs mois. Et c'est un petit peu là où à la fois l'Occident, à la fois l'OTAN, mais également, et là je nomme certains acteurs qui sont surprenants pour certains, mais Poutine et Loukachenko. Gab, tu vas avoir ton opinion à donner sur Loukachenko et son rôle dans tout ça. Mais il y a eu une perte de contrôle des deux côtés. À la fois, les États-Unis et l'OTAN ont été très surpris par cette montée, cette rébellion soudaine de Prigojine, mais également, si on le voit du côté du clan russe et biélorusse, on voit également qu'ils ont un peu mis ça sous le tapis, ce conflit-là, ou ces frictions-là entre la défense et le groupe Wagner, au point où ça a explosé un petit peu. Et c'est là où, à partir du vendredi, on a vu euh, une mention de Prigojine là, qui mentionnait vouloir monter et littéralement là, envahir Moscou, si on peut dire, là, avec encore une fois la finalité de ce qu'il voulait faire. Est-ce que c'était se rendre au Kremlin et prendre le pouvoir? Est-ce que c'était juste aller faire tomber les têtes au niveau de la défense russe? C'était pas très très clair, mais on sait que rapidement, il a pris le contrôle au niveau de Rostov-sur-le-Don, là, du pôle, du QG, si on peut dire, de la défense russe et de l'opération militaire spéciale, on va dire, l'invasion de la Russie en Ukraine. Et par la suite, on a remonté vers Moscou avec plus ou moins d'opposition selon ce qu'on a vu. Là. Il y a eu, si je ne me trompe pas, par le groupe Wagner, là, quelques avions ou hélicoptères de la défense russe, là, de l'armée russe qui ont été abattus. Mais outre ça, il semble que c'était plutôt pacifique, que les personnes accueillaient le groupe Wagner avec plutôt une certaine forme de pacifisme, même certains semblaient les encourager. Et au final, on s'est retrouvé avec l'annonce. Je pense que moi, je suivais ça un peu samedi de ce magnifique long week-end au Québec et je me disais, bon, c'est inévitable que c'est un coup d'État, c'est le début d'une guerre civile. On ne sait pas, est-ce que ça. On attendait presque juste que le convoi de Wagner, qui est estimé supposément à 25 000 hommes, maintenant, on ne sait plus trop. Là, on parle peut-être de 5 à 10 000 hommes. Les stats, encore une fois, sont pas officiels, étant donné que c'est la Russie. C'est très facile, pardon. Au contraire, très difficile d'avoir l'information à jour. Mais finalement, on a vu samedi là, le volte-face complet alors que Wagner et Prigojine ont décidé de juste retourner vers leur camp initial. Je pense que c'était en Ukraine. Là, ils ont littéralement tout libéré au niveau des routes qu'ils avaient pris vers Moscou. Je pense à peu près à 200 km de Moscou, là, les troupes les plus proches de Wagner qui se sont retrouvées et ont même libéré Rostov-sur-le-Don, là, le QG, comme on l'a dit, de l'armée russe pour l'invasion de l'Ukraine. Donc, on s'est retrouvé avec justement un statu quo, entre guillemets, là, une claire problématique au niveau de la Russie, là, la facilité que Prigojine a eue avec un groupe de mercenaires privés de remonter presque jusqu'à Poutine était quand même assez étonnant. Et c'est là qu'on a vu toute la trame et on a entendu un petit peu plus qu'est-ce qui s'est joué pour qu'un accord soit mis en place. Et c'est là où Loukachenko, le président de la Biélorussie, a eu supposément un impact énorme pour justement mettre en place un deal en bon anglais qui permet à Prigojine de protéger son groupe, d'être extradé ou d'aller s'installer, si on peut dire, d'avoir un exil en Biélorussie, une protection également. Là, toutes les oppositions en termes de justice par rapport à ses mercenaires et à lui-même ont été retirées également en Russie et de ramener, soi-disant, de l'ordre également sous le régime de Poutine, malgré ce qui, encore une fois, montre une faiblesse quand même assez notoire du Kremlin. On se retrouve avec un peu un résultat qui, à mon avis, est négatif pour tout le monde. Donc, Poutine paraît plutôt faible. Loukachenko, qui était supposément hyper malade, est un petit peu la seule personne qui semble être le héros de toute cette histoire-là. Et Prigojine se retrouve présentement avec, je pense qu'il est arrivé aujourd'hui, justement, ce mardi, là, dans son exil en Biélorussie. Et ses mercenaires avaient le choix, globalement, entre se joindre à son camp en Biélorussie, là, qui est, si je ne me trompe pas, une vieille base déserte de l'armée biélorusse. Ou bien de se joindre à l'armée russe. Et il y avait aussi des trucs avec des équipements militaires là, du groupe Wagner qui était transféré vers l'armée russe ou qui suivait. Bref, donc on se retrouve avec un statut un peu curieux. C'est sûr que je pense, Gab, je te laisse parler à l'instant si tu as quelques points à rajouter là-dessus, là, sur ma petite introduction. C'est sûr que moi, je voudrais avoir quelques points sur, bon, qu'est-ce qu'on espérait que ça puisse avoir sur la fameuse contre-offensive ukrainienne, sur cette guerre interne, si on peut dire, entre la Russie et Wagner. Mais ça reste quand même évident que c'est très négatif ce qui s'est produit ce week-end. Il n'y a pas eu beaucoup de gains là-dessus.
Et ça a mis un petit peu en lumière beaucoup de conflits à l'interne, certes, mais également aussi juste le fonctionnement de Wagner dans ça. On parle quand même de près de 1 milliard de dollars US en un an qui ont été donnés, entre guillemets, par le Kremlin. Là, ça a été avoué presque officiellement maintenant que c'était le Kremlin qui finançait Wagner. Spoiler, on le savait. Mais quand même, c'était pas des petits sous qui étaient donnés à ce groupe-là. Et si je ne me trompe pas, il y avait presque une finalité à la fin du mois de juin ou de juillet, là, où le groupe Wagner n'allait plus être financé par contrat par l'État. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses qui se tramaient et on réalise qu'en réalité, c'était pas forcément une opposition face à Poutine et au régime, c'était plus une sauvegarde du groupe que Prigojine semblait vouloir. Est-ce que ça va être ça qui va se produire ou non? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. Je pense que c'est le point central, en fait, parce qu'on avait encore de la difficulté à comprendre les motivations de Wagner à faire effectivement cette espèce de tentative de coup d'État semi-raté, etc. Samedi, là. Donc, et effectivement, moi j'ai vécu ça entre guillemets en direct. Là, toutes les 10 minutes, tu avais des tweets qui disaient ah bah oui, il se rapproche, il est à plus qu'à 100 km, etc. Et c'est vrai que le convoi avait vraiment avancé, un peu en passant comme dans du beurre, on a l'impression. C'est ça qui est assez rigolo, et je pense que ça va faire partie des principaux enseignements. Alors, je pense que mon premier enseignement, tu l'as bien dit, bah, effectivement, c'était une question de survie en fait pour le groupe Wagner, parce que comme tu le sais, bon alors, petit rappel d'ailleurs pour ceux qui ne suivent peut-être pas exactement qui est Prigojine. Ben, Prigojine, c'est un espèce d'oligarque en fait, hein. C'est un type qui a fait fortune dans les années 90 en Russie, comme beaucoup de gens, puisque vous le savez peut-être, ceux qui ne connaissent pas encore une fois l'histoire russe, bah, à la fin de l'Union soviétique, eh ben, c'est un peu tous les brigands et les gens, on va dire, pas très recommandables qui ont fait fortune, si tu veux, dans la privatisation, en fait, sous Boris Eltsine, et notamment Prigojine, puisque ce dernier, en fait, était, après avoir passé 10 ans en prison dans les années 80, bah, après être sorti, eh ben, il a fait fortune en lançant une chaîne de hot dogs, je crois. Donc c'est assez rigolo. Enfin, le type, c'est un peu c'est un espèce de fondateur d'entreprises diverses et variées, mais notamment dans la restauration, ce qui lui a donné le surnom de cuisinier de Poutine, ce qui est assez faux, parce que c'est lui qui faisait du catering, en effet, puisque Exact. Et d'ailleurs, il a- parenthèse important, on ne mentionne pas ici le plat québécois classique, là. Ce n'est pas le Mais cuisinier de Poutine, ce n'est pas le cuisinier de Poutine pour Poutine. Bref, précision importante. sur ce, bonne fin de journée. Non, mais oui, en effet, c'était le cuisinier, effectivement, de Poutine, mais ça ne l'était pas vraiment, puisque d'ailleurs, lui ne faisait pas la bouffe, etc. Il avait tout un réseau, si tu veux, de cantines scolaires, de ce que j'ai compris, de cantines sur les bases militaires de l'armée russe. Donc il a fait fortune comme ça. Et en effet, il est monté, entre guillemets, un peu dans le viseur, si tu veux, dans le collimateur, pardon, de la justice internationale de fin mi à fin 2010, en fait, puisqu'il a fondé ce fameux groupe Wagner, là, qui était une espèce de milice un groupe paramilitaire, milice privée, etc., qui a d'abord fait de l'argent en Afrique, en fait, puisqu'il servait en fait de milice de défense pour les présidents démocratiques en Afrique, notamment au Mali, Burkina Faso, Centrafrique, etc., où il a gagné de nombreux contrats en fait de défense et d'ailleurs, on l'accuse d'ailleurs justement de crimes de guerre, etc., ou même de crimes contre l'humanité, en fait, sur des populations civiles. Donc, c'est quand même pas des enfants de cœur, c'est Wagner. Et en effet, tu l'as bien dit, bah, c'était une question de survie, parce que oui, ils ont fait énormément d'argent, effectivement, durant la guerre en Ukraine, puisqu'ils étaient payés sous contrat par le gouvernement russe. Mais ils avaient la possibilité, ça c'est le plus intéressant, eh ben, d'aller chercher des soldats directement dans les prisons, oui, monsieur. Eh oui, comme ça, tu pouvais te faire libérer de ta peine si tu étais envoyé au casse-pipe comment dire, sur le front ukrainien. Donc c'est comme ça qu'effectivement le groupe Wagner pouvait recruter. Et Prigojine s'est distancé, tu l'as bien dit, dans les derniers mois, parce qu'il voyait effectivement que son contrat, le 1er juillet, je crois que c'était la date fatidique, eh ben, il ne pouvait plus, en fait, être sur le front, en fait. Il n'avait plus le droit de... Il était obligé de se retirer de Bakhmut, là, donc la fameuse ville qui a été reprise par l'armée russe, donc, ou Arteminsk en russe. Donc, ce qui a été sa seule et unique victoire, en fait, quelque part, où il a perdu des dizaines de milliers d'hommes, donc un truc complètement horrible, et en fait, finalement, la Russie a rempli son objectif. Le but, c'était de cacher sa présence comment dire, à Bakhmut et juste de faire
en gros, envoyer les pires de ses soldats au casse-pipe, effectivement, dans cette ville-là, alors qu'effectivement, c'était un bourbier, etc., et t'étais sûr d'avoir des pertes, des taux de pertes très élevés. Donc c'était un peu l'objectif derrière tout ça, c'était entre guillemets, de cacher, si tu veux, la présence de l'armée, et puis de cacher les pertes, en fait, qui étaient évidemment considérables dans cette ville-là, pour aller la reprendre. La deuxième enseignement, je pense, et puis ça peut-être JP, d'ailleurs, n'hésite pas à contester ce que je dis, hein, parce que bon, je prétends pas savoir tout, hein, loin de là. Euh, je pense que le deuxième enseignement, effectivement, c'est bah là, quid, on va dire, dans les autres pays, effectivement, africains, parce qu'aujourd'hui, tu peux savoir que ce fameux groupe Wagner est pas si fiable que ça. D'ailleurs, tu l'avais embauché en priorité, évidemment, pour rétablir de la sécurité, notamment au Burkina, Mali, etc. Et ben, tu sais que ces groupes paramilitaires peuvent aussi se rebeller bah, et d'essayer de prendre le pouvoir. Donc c'est pas hyper rassurant, on va dire, pour tous ces pays-là qui ont payé Wagner pour défendre leur pays, hein. Puis je pense que le troisième enseignement, puis c'est là où c'est l'organisation de ce plan-là. Enfin, je te le disais avant qu'on lance l'épisode, là, mais j'ai encore du mal à comprendre en fait vraiment la stratégie. C'est limite drôle, tu vois. Le type dans Rostov-sur-le-Don, en 12 heures, il arrive à 200 km de Moscou, 100 km même sur certains clichés. Et finalement, bah en fait, il repart en Biélorussie. Enfin, c'est quoi l'objectif? Alors, certains ont même pensé que c'était un troll, en fait, que c'était comment dire. Mais non, moi je pense que c'est réellement la vérité. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on avait de la difficulté à comprendre exactement c'était quoi les objectifs de Prigogine, mais ces objectifs, c'était clair, c'était juste de l'argent, en fait. C'est pas une question de pouvoir politique. Et d'ailleurs, la plupart des ambassades étrangères se passaient évidemment de tout commentaire, évidemment, sur ce qui se passait en Russie, parce qu'ils se disent, en fait, un type comme Prigogine, ça se trouve, il est encore pire que Vladimir Poutine, parce que il représente une espèce de faction ultranationaliste pro-guerre en Ukraine, pro-Z, comme on dit sur les internets, dans lequel effectivement Prigogine est vu un peu comme un espèce de chef de guerre complètement taré, parce qu'en vrai, d'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos là qu'il a faites là sur YouTube où il se met à hurler là, à Shoigu. C'est assez, c'est horrible, hein, mais j'en rigole parce que c'est assez pathétique, mais c'est vrai que c'est rigolo. Et qu'est-ce que vient foutre, pardon, Loukachenko, qui, rappelons-le, est un espèce de pantin de Moscou, hein, puisque bon, rappelons que la Biélorussie, ben, c'était un peu un espèce d'avant-fort, évidemment, de la Fédération de Russie. D'ailleurs, les deux pays sont quasiment alignés sur toutes les positions militaires, diplomatiques, etc. Puis en fait, c'est juste que ça sert un peu comme la Corée du Nord d'avant-poste, on va dire, dans lequel évidemment il y a évidemment aucun droit, aucune liberté qui existe. T'as pas de parti, pas d'opposition, pas de parti politique. Donc c'est assez, euh, c'est assez marrant, on va dire, que Loukachenko, qui est si faible dans son propre empire, se mette à négocier pour Vladimir Poutine. Enfin, c'est vraiment assez absurde. On a encore de la difficulté à tout comprendre. Exact. Puis, Loukachenko a même été présenté comme étant celui qui aurait recommandé à Poutine de ne pas assassiner Prigogine durant sa tentative de coup, là. Donc, ça a l'air que à deux reprises, il a déconseillé à Poutine et la raison pourquoi il serait toujours en vie, c'est en grande partie à cause de cette espèce de pacifisme de Loukachenko, ce qui n'est pas du tout dans sa réputation. Donc, c'est presque un peu surnaturel de voir tout ça. Tu sais, la trame de Prigogine qui avait une mention publique là, était laissait encore beaucoup de trucs en suspens. Loukachenko a vraiment au final tout pris le mérite, a même fait une petite pointe indirecte à Poutine en mentionnant que les deux, à la fois Prigogine et Poutine, en ressortaient un peu affaiblis. Poutine aujourd'hui est sorti comme si rien ne s'était passé absolument en remerciant Loukachenko, en remerciant également l'armée russe pour la défense, alors qu'en réalité, il y avait quelques petites barricades qui avaient été mises sur Moscou. Le Moscou aurait pu être prise, là, littéralement. J'ai de la misère à croire réellement, sauf si les estimés d'hommes de Prigogine étaient vraiment si basses comme on peut croire également, là, mais ça tenait pas à grand-chose. Donc, c'est un peu ça qui est fascinant et ça reste, encore une fois, l'accès à l'information est tellement limité qu'on peut presque se questionner sur comment les Russes l'ont vécu. Tu sais, c'était la première fois où tu commençais à avoir réellement un impact de la guerre en Ukraine qui se reflétait directement
En Russie, on peut bien être pacifique à l'arrivée d'un groupe de mercenaires qui monte sur Moscou. Ça reste que ça déstabilise quand même un pays et de voir la soi-disant réaction de justement des civils russes qui accueillaient Prigojine presque en héros, c'est également un petit peu douteux sur où est-ce que va Poutine et le régime de Poutine. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Tu le mentionnais, là, plusieurs des gouvernements, entre autres de l'OTAN, là, ne mentionnaient pas grand-chose à part le fait qu'il avait là, des conseils. Je sais que le Canada l'avait fait, les États-Unis, beaucoup de pays en Europe également avaient mentionné qu'il y avait des conseils de sécurité qui étaient assemblés durant le week-end pour voir le résultat parce que tout le monde, comme je disais, était un peu pris euh, en surprise et on pouvait presque se demander également si Washington ne se tramait pas avec un financement peut-être de Prigojine et de Wagner pour qu'il aille faire retourner le gouvernement. Il y avait des suppositions et maintenant on peut dire peut-être des théories du complot là, qui mentionnaient que c'était peut-être la CIA qui finançait indirectement et qui avait fait un beau chèque à Prigojine pour qu'il y retourne et que finalement Prigojine avait décidé de prendre l'argent puis de juste annuler le coup. Donc il y avait quand même beaucoup de choses qui se tramaient. Et pendant tout ce temps-là, ben, on ne réalisait pas non plus que ben, ça mettait moins d'emphase sur ce qui se passait en Ukraine et on se demandait presque à savoir, bon, est-ce que s'il y a un coup, qu'est-ce qui se produit justement avec la guerre en Ukraine? Est-ce que Poutine était mieux ou était pire en termes de politique et d'intensité de conflit et de combat que Prigojine? On peut se questionner sur ce qui est arrivé. Tu l'as mentionné, Prigojine était presque plus pro-guerre que Poutine. Encore une fois, les deux le sont, on ne peut pas se le cacher non plus. Mais il y avait également ce doute-là, à savoir, bon, mais qu'est-ce qui se passe présentement avec la contre-offensive qui est entamée, mais on ne voit pas nécessairement grand résultat présentement, du moins à part quelques reprises de quelques villes, quelques villages par-ci par-là. Les effets ne sont pas ce qui était escompté, donc on espérait qu'il y avait peut-être une petite ouverture pour l'armée ukrainienne également, qu'elle puisse profiter de cette espèce de conflit interne-là. Là, on est tellement passé rapidement à autre chose qu'on peut croire que c'est un petit peu du surplace. On sait que, sans faire une trame là-dessus, parce qu'on veut vraiment plus parler de Wagner, ça reste que l'armée ukrainienne fait face à quand même une préparation face à cette contre-offensive-là. Les Russes se sont quand même préparés. Il y a des champs de mines épouvantables qui ont été mis dans des zones quand même assez significatives qui détruisent à peu près n'importe quel tank que l'armée ukrainienne envoie. Donc, on voit que ça n'aura pas réellement eu les. Au final, personne n'y gagne. Même l'armée ukrainienne, la contre-offensive, n'a pas de bénéfice de ce qui s'est produit. Donc, c'est un peu fou de croire qu'un événement qui aurait pu être aussi significatif, qui a été sur tous les médias du monde pendant plus d'une journée, au final, se réalise comme étant, ben, on tourne un peu la page, on sait pas trop c'est quoi la suite, mais il n'y a réellement pas nécessairement un risque énorme que le régime de Poutine tombe, que la Biélorussie devienne que Loukachenko gagne le prix Nobel de la paix, que Prigojine ait un groupe Wagner qui est aussi puissant parce que littéralement ils sont un peu mis aux oubliettes. Là. Ça m'étonnerait qu'ils aient une position aussi significative et un financement aussi significatif également de la part de la Russie qui est leur principale source de revenus. Et ben, l'Ukraine continue à faire face à une armée russe et à un nombre X de militaires russes qui sont quand même bien préparés, même s'ils ne sont pas en énorme nombre ou en maximum de capacité, ils restent quand même bien préparés face à la contre-offensive. Donc, c'est surprenant comment, moi je le vois comme étant un échec un peu, et c'est là peut-être mon opinion qui se traduit, c'est je n'aurais jamais cru qu'en 2023, avec un possible retournement du gouvernement russe, le résultat pourrait être aussi stable, entre guillemets, au niveau de qu'est-ce qui en découle. Et c'est ce qui m'attriste un petit peu. J'aurais espéré, encore une fois, sans attaquer aucune vie humaine, mais on aurait espéré un peu de conflit interne en Russie qui aurait permis justement à ce que la contre-offensive ukrainienne ait une poussée significative, presque même jusqu'à sortir les Russes du territoire ukrainien. Ça aurait été une très belle chose, mais en réalité, on voit que le conflit semble se maintenir à la fois. Le conflit a été amplifié en Russie elle-même, mais le conflit va se continuer et on n'a pas de dénouement. Je sais que Gab, tu dis souvent que je suis un peu en mode Kumbaya, là, mais c'est un petit peu ça. Ça aurait été peut-être le domino que tout le monde aurait pu espérer, la porte que tout le monde aurait pu espérer pour permettre un changement. Mais au final, ce n'est pas du tout le cas et c'est un peu là la tristesse de ce qui s'est produit et au final de l'absence de conclusion importante pour la paix dans le monde. Et là, Gab, peut-être un mot à dire avant que je continue. J'en ai limite rigolé quand t'as dit la paix dans le monde, là, mais oui, bah c'est sûr que, évidemment, on aurait attendu, si tu veux, comme occidentaux, on a tendance mais c'est d'ailleurs ce qui est un peu malheureux, on va dire, dans ce conflit, de notre point de vue, c'est qu'on a tendance à toujours aller regarder qu'est-ce qui vient mieux entre guillemets, dans la position de l'Ukraine. Et malheureusement, ça nous fait créer avoir une mémoire un peu sélective des événements, en fait. Et donc, ou ce qu'on appelle un framing bias, pardon, de l'expression en anglais, là, mais
biais de sélection, c'est de sélectionner l'information qui est plus à notre avantage, alors que on doit prendre en compte tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, ah bah Prigojine, je trouve ça une bonne chose. Bah non, en fait, quand même dans l'ensemble, les deux options à disposition sont des ultranationalistes russes, etc., qui veulent défoncer l'Ukraine. Donc les deux solutions ne sont pas acceptables. Euh, Par contre, c'est vrai que l'offensive, entre guillemets, a détérioré clairement la crédibilité, on va dire, de Poutine. Crédibilité en termes de leader tactique, on va dire, sur le terrain militaire, puisqu'il a été obligé, on va dire, d'adouber une milice qui fait, enfin, de pardonner, en tout cas, une milice qui fait clairement une tentative de coup d'État sur ton pays. Enfin, imagine la même chose en France. Enfin, c'est comme si, je sais pas, t'avais je sais pas, un gang de Bretons qui décidait de prendre le pouvoir, puis que t'avais le chancelier allemand qui disait, ah bah non, on a négocié une paix. Enfin, tu vois, c'est absurde. Ce serait absurde, évidemment, vu de notre côté-là. Alors, tu vas me dire, s'il y a que ça qui. Ce genre de truc arrive en Russie. D'ailleurs, il y a tout genre de compilation de mimes russes qui existent sur le net. Et c'est malheureux, mais c'est un peu lié à la culture du pays. J'avais une expression d'ailleurs de Churchill qui disait que la Russie est une énigme ou un truc comme ça. Je peux te. Les auditeurs pourront me corriger dans les commentaires parce que je ne m'en souviens plus. Euh, mais c'est vraiment énigmatique évidemment ce qui est arrivé. Donc moi je pense que c'est ça. Ça quand même ça attire la crédibilité évidemment sur le point de vue tactique. Puis deuxième point, j'allais te le dire, d'un point de vue international, parce que c'est vrai que c'est ton ami Loukachenko que tout le monde le voit comme le pantin, et ben qui se met à ton secours, tu vois. Donc est-ce que c'est pas une histoire de le remettre un peu dans l'avant-plan parce que on sait qu'il y a un stock de missiles nucléaires qui a été déplacé en Biélorussie, donc c'est pas pour le dire en gros, c'est mon allié principal, etc. On ne sait pas trop, tu vois. Il y a encore pas mal, il y a une espèce de soft power qui est encore difficile à cerner. Mais de l'autre côté, bah, les autres pays s'inquiètent évidemment du sort justement de la Russie parce qu'un État russe faible, effectivement, quand même, ça aura des conséquences négatives, même s'il y a une sortie de crise, hein, parce que on l'a bien vu dans les années 90, encore une fois, c'était vraiment un vrai bordel, pardon de l'expression, mais la Russie a perdu quasiment les deux tiers de son PIB en l'espace de 10 ans. C'était une période où il y avait une criminalité exponentielle, où tout le monde, où tu avais la possibilité de te faire assassiner, si tu veux, dans la rue, et t'es proche de un en fait. Donc c'est pas bon non plus d'avoir un État faible, mais la question est de savoir comment va se traduire sur le terrain militaire. Pour le moment, tu l'as dit, pas grand-chose, hein, puisque d'ailleurs la contre-offensive s'avère être plutôt à l'heure où on se parle, comment dire, pour le moment, un état de guerre de position. Tu l'as bien dit, les Russes ont pas mal entranché le front sud de l'Ukraine, donc la route entre Zaporijjia et Melitopol, qui est un peu dire la porte d'entrée de la Crimée. Eh ben, il paraît qu'il y a à peu près 2 kilomètres juste de no man's land, en fait, avec des mines partout. Donc, ce qui fait que, évidemment, c'est quasiment impossible, évidemment, de passer. Et la moindre passage prend énormément de temps, soit en matériel, soit en hommes, etc. Donc, c'est évidemment très complexe. Donc, c'est une opération qui va prendre, évidemment, beaucoup de temps, etc. Parce que oui, pendant le temps que l'armée ukrainienne se ravitaillait, récupérait du matériel occidental, bah, entre-temps, les Russes sont quand même, évidemment, se sont quand même armés, ils se sont quand même retranchés. La question est de savoir maintenant, en termes de rendement, qui c'est qui fait le meilleur. Je pense que clairement, les Ukrainiens s'économisent. En fait, ils préfèrent laisser, malheureusement, c'est terrible comme expression, mais laisser envoyer du russe à la chair à canon plutôt que de perdre des hommes inutilement. En fait, ils préfèrent que l'ennemi s'épuise par lui-même, en fait, dire, avec des attaques aussi désespérées qu'inutiles, donc notamment à Barmout. Barmout étant le meilleur exemple, hein, puisque en effet, ils ont récupéré la ville, mais la ville est un tas de cendres, ils ont dû l'abandonner, en fait, quasiment. Donc, quel est l'intérêt, on va dire, de cette prise-là, à part avoir démonté une ville, puis bon, finalement, ça a servi quasiment à rien, hein. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts, on va dire, dans cette ville-là, donc c'est complètement, évidemment, atroce. Donc, à voir ce qui va se passer, mais c'est clair que cet événement en Russie était au-delà d'être rigolo d'un point de vue troll, etc. Là, donc, eh ben, c'est quand même assez. On va essayer de comprendre, de suivre ce qui se passe, évidemment, dans les prochains mois, évidemment, de la situation, puis on vous fera un point, je pense, prochainement là-dessus.
Exact. C'est pour conclure, je pense que le point qui est important aussi à noter, c'est de ramener ça un peu sur le monde financier, là. C'est sûr que tu l'as dit, les mois passent et malheureusement presque les années, là. Ça fait déjà plus d'un an que le conflit en Ukraine existe, mais on l'oublie presque et les effets initiaux qu'il y avait sur les marchés se sont estompés énormément. Je pense que c'est ce genre de situation-là qui ramène l'incertitude qu'on peut observer et le risk factor qui est observé également lorsqu'on voit des contextes, surtout lorsque une guerre civile en Russie, ça peut bien paraître, mais la solution, comme on l'a dit, n'était pas parfaite et n'amenait pas, c'était pas Navalny là, qui prenait le pouvoir, on s'entend, je dis pas que Navalny est nécessairement mieux, mais ça reste quand même un peu moins pro-indépendance, donc il y a ce volet-là qui ramène une légère incertitude sur les marchés également qu'on a pu observer, entre autres sur le cours des devises, donc c'est intéressant de voir ça. Tu l'as dit par contre, c'est vrai que c'est un petit peu triste qu'on s'intéresse aux événements notoires, mais que lorsque le tout s'estompe, on oublie presque à chaque jour que c'est quand même une guerre qui est extrêmement, et même les données de mort humaine, c'est épouvantable et ça montre que Des les deux guerres en côtés, hein, 2023. d'ailleurs. Et des deux Des deux côtés, hein, côtés, des d'ailleurs. deux côtés, exactement. Donc, c'est là où c'est triste et ça ramène encore une fois à l'avant-plan le fait que au niveau de l'Occident et au niveau de l'OTAN, on s'intéresse sur ce que c'est significatif, mais c'est important d'avoir une pensée pour ce qui se produit quand Mais même parce que chaque et ça jour est important. c'est ça, et ça confirme malheureusement, en fait, ce segment confirme évidemment que l'opération militaire spéciale de la Russie, dès le départ, était une très mauvaise idée. En fait, on se rend Mhm. compte qu'effectivement, je pense que c'est d'ailleurs la révélation, on va dire, de tous ces derniers événements des derniers jours, c'est que ça a été très mal organisé, c'est la logique, en fait, derrière l'opération, le côté, on va dire, pardon, j'ai pas la littérature, on va dire, le casus belli, pardon, qui était derrière était absurde. Sur le terrain, ça a été préparé n'importe comment. Et au final, bah, on voit le résultat, c'est qu'au final, bah, en fait, t'as des pertes tous les jours, plus inutiles les unes que les autres. Puis finalement, le front, les Ukrainiens, ils peuvent pas, en fait, d'un point de vue pareil de légitimité, dire on va arrêter le combat parce que c'est malheureux, mais c'est leur pays, etc. On leur a déjà repris dans le droit international. D'ailleurs, ils sont chez eux en fait. Donc c'est véritablement, c'est vrai que ça pose énormément de problèmes d'un point de vue légitimité, etc. Mais je pense qu'on en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Puis on est prêt, si tu veux, JP, à lancer le deuxième segment. Exact, oui. Donc, passons au deuxième, place au débat. Parfait. Donc, topo un peu plus rapide, mais autre sujet d'actualité. On voulait couvrir très rapidement là, l'implosion du sous-marin d'Ocean Gate, le sous-marin Titan, là, qui a emporté 5 vies, dont d'ailleurs un explorateur français notoire, le monsieur Paul-Henri Narjolet, également un milliardaire britannique, là, Hamish Harding, ainsi que le PDG de la société, le Stockton Rush, et un homme d'affaires pakistanais et son fils, qui malheureusement là, sont décédés lorsque le sous-marin, qui était d'ailleurs fait en base de fibre de carbone et de titane, si je ne me trompe pas, s'est implosé de lui-même là, lors d'une visite touristique, d'une expédition touristique vers l'épave du Titanic, là, qui se situe à plus de 4000 mètres, je ne me trompe pas, dans l'océan Atlantique, pas trop loin d'ailleurs de la côte, mais pas trop loin, relativement loin, mais à proximité de la côte canadienne. On parle d'une expédition là, qui était à 250 000 US par passager, partait d'ailleurs. Le sous-marin était monté sur un bateau là, en départ de Saint-John, Terre-Neuve, si je ne me trompe pas, au Canada, était par la suite, là, littéralement en bon anglais, droppé dans l'océan Atlantique pour l'expédition. Et ça a fait que, bon, le problème derrière tout ça, il y en a plusieurs, mais je pense que le côté réglementation derrière, le fait que c'était pas les premières expéditions d'ailleurs, là, il y en avait déjà eu d'autres liées à cette compagnie-là depuis le lancement. Si je ne me trompe pas, c'était en 2019 que ça a commencé. En 2021, pardon, les expéditions ont commencé à partir de 2022 là, avec le 250 000 US. Et Ocean Gate est un peu en fait, est énormément mis sur la sellette et tout ce qui est la réglementation internationale liée à ce genre de sous-marin-là. Parce qu'officiellement, par le fait que le bateau sur lequel se trouvait le sous-marin battait pavillon canadien et que ça déposait le fameux véhicule sous-marin à l'eau, mais il n'y avait pas nécessairement ça n'avait pas besoin de battre pavillon pour un pays particulier. Ce n'était pas lié, entre autres, aux États-Unis à la réglementation de 1993, le Passenger Vessel Safety Act, qui aurait normalement impliqué beaucoup plus
de réglementation et d'approval, si on peut dire, là, avant de pouvoir justement faire une expédition de cette ampleur-là. Là, c'est pas proche, sachant toute la pression qu'on peut retrouver plus on va justement en profondeur dans l'océan. C'est à peu près insensé de croire que ce genre tu sais, de sous-marin-là pouvait être légal pour permettre à ce que 5 vies s'y retrouvent. Et c'était absolument fascinant de voir les vidéos en ligne qu'on pouvait retrouver, là, que tu étais assis littéralement sur un tapis, tout le monde ensemble dans une carlingue qui était tout petite, avec des trucs qui étaient un petit peu loufoques en termes de déplacement et de contrôle et tout. Donc, c'est un petit peu triste de voir ça et ça amène un peu de doute, encore une fois, sur ce genre d'expédition-là, sur tout ce qui est également le tourisme. On parle cette fois-ci aquatique, mais tout ce qui était le tourisme également au niveau de l'espace. C'est des points de doute, encore une fois, de dire est-ce que c'est vraiment bien si des civils peuvent avoir accès à des expéditions de ce genre-là où, au final, des vies peuvent être perdues et est-ce que le résultat va être des changements au niveau de la réglementation? Peut-être pas. Personnellement, je ne savais même pas que ça existait, ce genre de tourisme dans des sous-marins un peu bidons, là, pardon du terme, pour des coûts aussi faramineux avec une société privée qui était méconnue. C'est un petit peu triste de réaliser que c'était aussi facile et de perdre 5 vies comme ça. Malheureusement, ça amène beaucoup de doutes. Contexte des implosions et tout, je ne suis pas un expert de tout ça, mais je pense que c'est directement lié à la conception et à une défaillance d'une pièce particulière du sous-marin, parce que ce n'était pas la première fois, comme on l'a dit, il y a eu des tests qui ont été faits. Là, je ne peux pas non plus attaquer Ocean Gate à 100% là-dessus, parce que ce n'était pas comme si c'était la première et que les tests avaient été minimes, là. C'était pas parfait, loin de là. Mais c'est une défaillance et au final, on se retrouve avec une implosion catastrophique et le décès de personnes qui, d'ailleurs, c'est produit, là, je lisais un peu là-dessus, puis je pense Gab également, là, tu sais, l'implosion se produit tellement rapidement que c'est avant même que le cerveau ait le temps de réaliser la douleur. Donc ces personnes-là sont parties sans même réaliser qu'ils partaient au fin fond de l'océan dans une expédition touristique, là. Donc, c'est ce qui est absolument épouvantable et ça montre, encore une fois, c'est les craintes liées à ceci qui m'inquiètent. C'est la réglementation limitée, c'est tous ces loopholes-là qui existent, qui amènent encore une fois beaucoup de doutes là, sur qu'est-ce que c'est que ces espèces d'expéditions civiles, touristiques, dans des endroits où l'homme ne devrait pas être. Un civil moyen ne devrait pas être dans le fin fond de l'océan, ni ne devrait pas non plus se retrouver dans l'espace. À mon avis, c'est mon opinion, on est dans un place au débat, là, mais c'est ma position. Virgin Galactic et les Blue Origin de ce monde qui vont dans l'espace, puis des trucs comme Ocean Gate, c'est pas notre place en tant qu'homme de se retrouver là, et malheureusement, on perd des vies comme ça euh, qui n'auraient pas dû être perdues, à mon avis. Ouais, et puis c'est vrai que ça a fait polémique, effectivement, dans la même semaine. Pardon. T'as eu ce naufrage-là dont toutes les chaînes à travers le monde de télé ont entendu parler, les grands médias. Alors que dans la même jour, en même temps, t'as eu un fameux naufrage en Méditerranée où t'as eu un peu plus Absolument. de 60 migrants qui sont morts, on va dire, en mer, donc noyés. Où pour le coup, c'est vrai que t'as le temps de souffrir en fait. Alors bon, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, évidemment, même si c'est horrible, évidemment, de ce naufrage. Euh, Ça reste que, effectivement, comme tu l'as dit, normalement, aux pressions dans lesquelles on parle, qui sont à 4000 mètres, je crois, sous terre, et Mhm. ben, littéralement, c'est la pression que tu as. J'avais regardé, c'est comme si tu avais un poids de 200 kilos sur ton ongle, juste sur la taille de ton. Donc, imagine le poids sur ton corps au complet. C'est comme si tu te prenais un train finalement en fait. Donc je pense que en fait au final tu n'as même pas le temps évidemment de réagir à la douleur tellement évidemment la pression est forte et en fait le sous-marin a explosé sur lui-même en fait. Donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle évidemment de ce naufrage évidemment qui fascine on va dire les gens évidemment pour deux choses. En fait il a fasciné les gens parce qu'on pensait que pendant 72 heures qu'ils étaient coincés sous terre. On s'est dit, ah ça y est, on va les sauver un peu en mode Apollo 13, là, de savoir, ah oui, on va être capable d'aller les récupérer, etc. Donc il y avait un côté un peu fascination, évidemment, qui intéressait les gens. Bon, en fait, ce qui a dû probablement se passer, c'est dans les heures, évidemment, où le... En fait, la capsule a dû exploser durant la descente, en fait, tout simplement du... On n'a pas encore, évidemment, d'informations, on va dire, sûres et certaines, mais... Ouais, mais c'est Et on, exactement ça en fait. Il y avait un espèce de vaisseau amiral qui était lié, et puis dès qu'ils ont perdu le contact, ils estiment que c'était déjà terminé. Là, c'était pas une coupure de contact parce qu'il était sous. Ça a implosé dès que ça a été annoncé qu'il n'y avait plus de contact, c'était déjà terminé selon les dires des premières enquêtes présentement qui ont été faites par les gardes côtiers américains, là. Ouais, donc c'est ça. Si tel est le cas, effectivement, pendant 3 jours, 3-4 jours, on a cru effectivement qu'ils étaient peut-être potentiellement en vie quelque part dans l'océan. Donc il y a un côté
je dis, va aller à la rescousse, si tu veux, qui faisait parler, parce qu'on, les médias sont un peu complices, évidemment, de ça, de dire que, effectivement, on a peu d'espoir, au lieu d'avoir dit on a très très peu d'espoir, hein, évidemment, par rapport au devenir de ce sous-marin, bah, ils ont préféré entretenir, évidemment, le côté on a entendu des bruits à 4000 mètres, etc., alors que bon, il s'est avéré qu'effectivement, ce n'était pas le cas, donc... c'est ça qui est un peu tragique, évidemment, dans l'histoire. D'ailleurs, dès le début, les gardes-côtes américains, apparemment, étaient très sceptiques par rapport aux chances de survie d'un tel submersible qui, comme tu l'as dit, n'était pas du tout homologué, en fait, n'était pas du tout aux normes internationales. Alors, j'y connais rien, hein. N'allez pas me dire, ah oui, Gabriel, t'as dit une connerie sur les normes internationales de sous-marins. Déjà, apparemment, je m'en fous un peu. Deuxièmement, En fait, depuis, deuxième, parenthèse en blague, depuis les sous-marins français qui sont passés, le contrat est passé en Australie, Gab n'a plus vraiment d'intérêt pour ce qui se passe sous la c'est mer. exactement, exactement. Tout ce qui est sous-marin, j'avais encore de l'intérêt quand on avait évidemment. L'Hexagone, ça en mettait plein les poches, mais Exactement, exactement. Bon, on exagère évidemment là, mais ce qui est assez drôle, c'est que souvent ces sous-marins, évidemment, répondent à des normes de sécurité extrêmement élevées, hein, notamment le fameux sous-marin en fait qui a découvert l'épave du Titanic, qui s'appelle le Nautil, qui est fabriqué Cocorico en France. Je crois à Brest d'ailleurs, si je ne me trompe pas, donc ma région natale, donc la Bretagne. Bon, même s'il y a des gens qui vont dire Nantes, c'est pas en Bretagne, je vous connais, je vous entends déjà, bref. En tout cas, et c'est ce qui est assez drôle, effectivement, c'est ça, c'est que ces sous-marins ils peuvent accueillir effectivement un certain nombre de personnes, je crois à peu près 3 à 4 personnes sur ce genre de truc, mais ce sont souvent des gens qui sont spécialisés évidemment dans la conduite de ces engins, c'est des trucs qui sont capables de résister à une pression énorme, notamment les fameux bathyscaphes et bathysphères là, qui servaient justement à l'exploration sous-marine. Euh, donc, ces engins évidemment de précision permettent aussi de faire des opérations de recherche scientifique. Donc, comme tu l'as dit, moi je pense effectivement, et je partage ton opinion, que ça devrait pas être légal, évidemment, d'aller dans des sous-marins, qui sont aussi des endroits d'habitation, on va dire, très précieux, des écosystèmes très sensibles. Là, d'ailleurs, les gens qui m'accusent d'être anti-écolo, machin, bon, bah là, vous avez effectivement ma réponse, etc. Que oui, effectivement, ouais, je suis pour la protection de l'environnement, surtout dans ce genre d'écosystème très sensible, etc., où il peut y avoir effectivement des dommages de la présence de l'homme, évidemment, dans ces habitats naturels qui sont censés être protégés. Le Nautil, d'ailleurs, ce genre de bateau sert aussi à faire des opérations spéciales, comme par exemple des recherches pour les avions, notamment le fameux vol Rio-Paris. Bah, c'est comme grâce au Nautil qu'on a récupéré les fameuses boîtes noires qui ont permis de savoir effectivement qu'est-ce qui s'est arrivé une fois que l'avion a craché en plein vol. Donc c'est quand même utile l'exploration sous-marine, mais à mon avis, ça devrait pas être fait comme ça a été fait par ce groupe, on va dire, de touristes qui d'ailleurs ont payé une fortune hein, d'ailleurs hein, pour aller 250 000 là-dedans. par passager US. Ouais. Donc, Non, mais exact. Puis, tu sais, ce que je trouve aussi particulier, c'est il y a aussi toute l'histoire liée au Titanic, je pense, qui fascinait c'est également les vrai. médias et les personnes, c'est le Titanic, mais il faut pas oublier que, un, il y a 2 éléments liés au Titanic. Premièrement, ça reste une tragédie humaine épouvantable. Donc, le fait de faire du tourisme pour aller voir un bateau qui a emporté tellement de vies un truc qui a été littéralement. C'était drastique comme événement, là, c'était significatif. Déjà là, c'est un petit peu particulier. Et le deuxième point reste également, ben, le Titanic, c'est connu présentement que c'est pas une épave qui se porte très bien. Donc, c'est pas un lieu qui n'est pas en train de se désagréger. C'est pas nécessairement bon, comme on l'a dit, pour les fonds marins également. Donc, de continuer à faire des explorations, c'est très basé sur l'homme, là. L'humain va continuer à, même si c'est pour détruire quelque chose, on va quand même continuer pour des fins de capitalisme, certains diront. Mais c'est un petit peu ça également. Il y a tout le volet de dire ben, pourquoi ça se fait réellement, pourquoi est-ce qu'on était même pas au courant que tu avais des petites compagnies qui pouvaient littéralement bâtir un sous-marin puis faire de l'exploration comme ça. C'est ce qui est un peu problématique à mon avis aussi. Donc il y a beaucoup de problèmes liés à ça. Tu l'as dit, la couverture médiatique en fait partie. Tu l'as dit, la réglementation liée aux sous-marins en fait partie. Le tourisme en fait partie. L'écologie en fait partie. Bref, tout ça, c'était mauvais. Et clairement, effectivement, là, il y a des changements qui doivent se produire. Il y a également toute la réponse. Il y a eu une panoplie justement de ressources internationales qui se sont mutées
qui ont coopéré pour essayer d'aller retrouver 5 personnes, alors qu'en réalité, bon, est-ce qu'on aurait été dans le même contexte s'il n'y avait pas eu un citoyen américain, un milliardaire pakistanais, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu des points là-dessus. Tu disais, le bateau de migrants dans la Méditerranée, on n'est pas du tout dans le même coup, et pourtant, ça devrait l'être. Donc, ça montre encore une fois un peu aussi un volet d'inégalité. Donc, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a pris beaucoup d'heures à la télévision, alors qu'en réalité, ça ne l'aurait pas dû. Et c'est un petit peu ça qui est triste. On salue d'ailleurs, là, surtout comme je le disais, l'explorateur français, ça reste tout de même triste parce qu'il avait une expertise quand même énorme. C'était pas sa première visite, il avait apporté beaucoup. Là, il y avait même des personnes au Québec qui sont fans de tout ce qui est le monde maritime et le monde aquatique qui le louangeait après l'annonce de son décès. Là. Donc ça, c'est une perte pour l'exploration. Et chaque vie est une perte. Encore une fois, ça, c'est important de le soulever, là, mais clairement, certaines problématiques, on va espérer, bon, qu'il y ait des changements, comme je le mentionnais, mais est-ce que c'est réellement ça qui va tourner soudainement l'exploration à l'aide de sous-marins qui ne sont pas au standard US? Je pense qu'on voit que c'est clairement pas le cas, et ce n'est probablement pas la seule occurrence, juste une qu'on a beaucoup plus entendu parler que les autres. Je sais pas, Gab, si tu avais un point d'ailleurs que tu voulais ajouter. Non, oui, bah, c'est juste pour rajouter, c'est sûr que ce qui fait les mythes, évidemment, c'est que d'ailleurs, le fameux bateau s'appelait le Titan. Donc, Titan, Titanic, etc. Donc, il y a un parallèle, on va dire, macabre, mais en même temps, comment dire, légendaire, en fait, qui vient avec ce bateau qui, je pense, fascine, en fait, les gens, hein, d'ailleurs. Je pense que l'histoire du Titanic aussi, tu sais, c'est quand même, ça fait partie, je pense, des mythes, on va dire, du XXe siècle, hein, puisque bon, c'était quand même l'un des plus gros bateaux. En fait, c'était le plus gros bateau de son époque, hein, quand il était construit, le Titanic, qui était un peu le fleuron de la White Star Line. Donc c'est ça qui fascine, on va dire, les gens en fait derrière ce bateau, c'est ça, c'est toute son histoire, etc. Puis le fait qu'il a, après il y a eu finalement le film de James Ouais. Cameron aussi qui a quand même vraiment relancé, on va dire, l'appétit et puis la fascination de ce bateau-là. Mais c'est vrai que contrairement à d'autres naufrages en bateau, bah, ce dernier, comment dire, est resté, on va dire, un peu dans la légende, alors que certains ont un peu oublié, comme par exemple le fameux Lusitania, qui d'ailleurs était l'espèce de copie crachée, on va dire, du Titanic. C'est craché, je crois que c'était pendant la Première Guerre mondiale, là, donc et ben ça, ce dernier, on a un peu oublié, mais l'autre, comment dire, désastre, on va dire, de l'Atlantique, on va dire, qui est fait un peu moins parler. Puis je pense aussi le côté, on va dire, luxueux derrière ce bateau-là, on pensait qu'il était insubmersible, et finalement, bah non, en fait, c'est malheureux. Donc, je pense que ça contribue, entre guillemets, à la légende, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que c'était intéressant d'en parler, parce que au-delà de ça, bah, ça pose des questions, évidemment, sur, comme tu l'as dit, sur la responsabilité qu'on a en tant qu'humain d'aller, oui ou non, faire sur ce genre d'opération, puis dégrader, je trouve, l'environnement ou payer inutilement, c'est ça, pour descendre dans une épave qui, malheureusement, aujourd'hui, est en très mauvais état, etc. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Exact. Donc, ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci à nouveau, Gab, pour ta contribution. Merci pour les deux sujets, d'ailleurs, les deux places au débat pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour vos écoutes. Merci tout le monde à nouveau là, pour ces écoutes dans cette 6e saison. Je le mentionne à nouveau là, parce que c'est important, mais cette fin de 3e année du podcast. Donc, toujours intéressant de vous voir en grand nombre nous suivre sur les deux grands groupes de plateformes. Donc, toujours sur YouTube, qui est notre plateforme qui me surprend, encore une fois, d'une semaine à l'autre, là, avec les vues, sachant, encore une fois, que Gab fait un excellent display visuel à chaque fois, mais nous entendre avec un fond avec de l'écriture, ça nous fascine toujours de voir le nombre d'écoutes. On vous en remercie si vous avez apprécié la vidéo. Allez mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez également la cloche pour les notifications. Si vous avez, surtout dans les places au débat, des opinions, des avis que vous voulez partager de manière publique, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires. Si vous voulez le faire de la même manière ou de manière plus privée directement envers nous, Gab met dans la zone de description l'adresse courriel du podcast, donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Également, comme on le mentionne, commentaires, idées de sujets et tout, ça nous fait aussi toujours plaisir d'ajuster un petit peu notre line-up de sujets en bon anglais là, pour ce qui vous intéresse. Et sinon, dans l'autre groupe, là, qui est d'ailleurs la majorité d'entre vous à chaque semaine, sur les plateformes audio, donc Apple Podcast, toujours la plateforme numéro 1,
Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, mettre des likes ou un système de gradation si vous avez apprécié la vidéo ou le contenu audio dans ce contexte-là. Et, comme je le dis toujours, c'est cool le référencement numérique, mais le podcast et la communauté de l'État financier découlent à 100% du bouche à oreille. C'était ça au début, c'était Gab et moi qui avons parti ça en parlant à nos amis, et soudainement on est rendu avec plusieurs centaines d'auditeurs à chaque semaine. Donc n'hésitez pas à le partager là, si vous l'appréciez. Je pense que la meilleure chose, c'est d'en parler à vos amis, à vos proches. Et à vos collègues également. Là, je pense que ça crée aussi ce genre de communauté-là, ça serait aussi bien, et je l'espère que ça a motivé depuis 3 ans certaines personnes également à lancer un podcast pour eux-mêmes. Je considère que c'est quelque chose qui est très simple, qui est très facile à lancer. Ça nous fait toujours plaisir de vous le faire, mais ça nous fait toujours plaisir aussi de savoir que vous le partagez et même vous contribuez vous-même à la création de contenu. Je pense que c'est super intéressant. Je pourrais faire 1 heure de remerciements et de mentions, mais j'aime beaucoup ça encore une fois. Là, c'est un projet fou, mais c'est cool de voir qu'on en est en 2023 et on y est toujours. Sachez, et je le dis toujours à chaque fin de saison et à chaque fin d'année d'ailleurs, pas de pause. Donc on est là dès lundi, mardi prochain, et on compte bien continuer notre série d'un épisode par semaine. Ce qui est absolument fascinant, je le mentionne souvent, à la fois congés, vacances, Gab en France, qui était plus fréquent qu'autrement, surtout pendant la pandémie, et on y est toujours. Donc ça va tenir, rassurez-vous, pas de pause pour le podcast État financier. Donc on vous retrouve dès la semaine prochaine. Merci à nouveau pour ces 3 ans. Merci Gab, et bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde, salut.